Bienvenue dans Méditation, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Méditation, nouvel épisode avec un nouvel invité. Et aujourd'hui je reçois un kiné, mais pas n'importe quel kiné, un kiné de guerre et un préparateur physique spécialiste des sports de combat. François Maubert est avec nous aujourd'hui. Salut François, comment ça va ? Salut, ça va super et toi ? Ouais, nickel. Vraiment content de pouvoir échanger avec toi sur cette question qui est centrale dans la préparation mentale, qui est donc la gestion des blessures quand on accompagne bien sûr un athlète blessé, ce qui fait partie malheureusement parfois du jeu, notamment dans les sports de combat. J'ai plein de petites questions à te poser sur ça. Est-ce que juste avant de démarrer, tu peux te présenter ? Ok. Donc du coup, moi je m'appelle donc François Maubert, je suis kinésithérapeute du sport et préparateur physique. Ma particularité, c'est que je suis spécialisé dans les sports de combat, c'est-à-dire que dans mon cabinet, il y a à 80% des combattants, essentiellement sportifs. Ça va de l'amateur au pro, très très pro, de Jonathan qui commence le judo cette année à je sais pas, Benoît Saint-Denis qui combat à l'UFC en septembre. Donc voilà. Après, moi, je m'occupe de 4 équipes de France différentes de sports de combat. Je m'occupe de l'équipe de France de boxe thaï, enfin de Muay Thai, de kickboxing, de MMA et de grappling. En parallèle de ça, je travaille à l'INSEP. Je gère la récupération de l'équipe de France d'haltérophilie à l'INSEP. Et en parallèle de ça, je m'occupe aussi d'un groupe d'intervention où je fais la préparation physique de ce groupe d'intervention là en fait. Groupe d'intervention, tu parles des forces de l'ordre, etc. Ouais. Parce que c'est un milieu sport de combat, groupe d'intervention, police, gendarmerie, etc. C'est un peu intriqué, donc forcément dans mon cabinet j'ai des combattants et c'est pour ça qu'on me dit kiné de guerre. Que mes patients m'ont attribué le titre kiné de guerre parce que du coup j'ai plein de militaires, j'ai plein de guerriers quoi. Yes, super. On va avoir le temps de revenir sur ces différentes casquettes-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours à toi dans les arts martiaux, dans les sports de combat ? Ouais, du coup moi j'ai commencé les sports de combat à 8 ans grâce à mon père. Il m'a mis dedans très tôt et puis après j'ai pas arrêté, j'ai essayé de faire d'autres sports. On m'a dit fais d'autres sports quand même. J'ai essayé les sports ça se transforme en sport de combat. Les sports, j'ai essayé la gym. Je passais mon temps à traîner sur le tatami du dojo d'à côté que sur les barres parallèles. Donc finalement je me suis dit ok, ça sert à rien. Je bombarde dans les sports de combat. Et du coup, j'ai pratiqué à peu près tous les styles qui existent sans avoir une carrière de folie dans chaque style. Je faisais 4, 5 ans dans chaque style. Voilà, dès que je m'intéressais à autre chose, hop, j'allais à autre part, etc. Je me suis, on va dire, arrêté depuis 15 ans dans le MMA et c'est dérivé. Donc c'est ça qui est pas mal dans le MMA, c'est que c'est un nom, mais comme c'est un mixte, voilà, si j'ai envie de me perfectionner un peu plus dans la boxe anglaise, hop, je me tape 2-3 mois de boxe anglaise. J'ai envie d'aller dans la lutte, le jiu-jitsu, grappling, etc. Donc voilà, en gros. Le parcours martial, c'est ça. J'ai fait quelques combats. J'ai pas eu ce qu'on appelle une carrière à proprement parler, parce qu'à un moment dans la vie, il faut faire des choix. Et quand je voyais les combattants, comment ils finissaient entre guillemets, c'est-à-dire l'aboutissement de leur carrière, ça finit comment
Je préférais assurer mes arrières avec un métier qui me plaît, en lien avec les sports de combat, que me lancer dans quelque chose où après c'est, je sais pas, tu finis coach, Mhm. puis c'est tout. Après t'es obligé de rebondir en fait. Mhm. Quand je me suis dit voilà, je vais faire kiné, j'aurai ma base de kiné, et après si je veux me développer, enfin faire une carrière ou autre, why not? Bon, voilà. Yes, je vois, je comprends tout à fait. Et qu'est-ce que t'ont apporté ces sports dans ta vie, toi, en général? Bah les sports de combat, wow, ça m'a apporté confiance en moi déjà. Confiance en moi, ça m'a apporté une sécurité au quotidien. C'est-à-dire, je peux sortir dans la rue, j'ai aucune appréhension, que ce soit dans des voyages ou autres que je fais. Il y a même dans des endroits chauds, je suis serein. Je sais que je peux gérer. Je sais que je peux gérer. Je peux anticiper les problèmes qui arrivent, etc. Donc une espèce de sérénité au quotidien. Après, j'ai fait quand j'étais ado, j'ai fait plusieurs stages en Asie, Thaïlande, Chine, etc. Et du coup, bah, j'ai appris la méditation. Hmm. Je sais pas si tu connais le temple Shaolin. Ouais, bien sûr, ouais, ouais, ouais. En gros, bah, j'ai fait 2 étés là-bas. Enfin, Hmm. deux étés presque plus parce que ça faisait 3 mois chaque fois. Et donc du coup, c'était un stage au temple et on passait notre temps à nous entraîner au sport de combat et à méditer en gros. Donc Super. ça m'a donné, surtout quand on est ado, on est une éponge à cet âge-là. Du coup, ça m'a donné une espèce de rigueur dans tout, dans la vie, dans l'hygiène de vie. Mhm. Et donc j'ai conservé ça, j'ai continué, je continue encore à méditer. Donc ça m'a apporté plein de choses. C'est vraiment, pour moi, les sports de combat, les arts martiaux, c'est l'école de la vie en fait. C'est vraiment, ça Mhm. apprend à être un homme adapté à son environnement, en gros. Énorme, énorme. Ça m'intéresse beaucoup là, ton voyage au temple Shaolin, Mm. notamment ce que tu dis sur la méditation, parce que moi, c'est un outil enfin, c'est quelque chose que je pratique aussi quotidiennement et un outil que j'utilise pas mal dans la préparation mentale du sportif. Du coup, là-bas à Shaolin, la méditation est totalement intégrée à l'entraînement et à la préparation, on va dire, globale Ouais. des moines combattants. Mm. Hem, mais est-ce que tu peux en dire plus justement sur comment ils la pratiquent, à quelle fréquence, Bah, dans quel but aussi? Qu'est-ce qu'ils recherchent derrière ça? en gros, bon, ils ont compris, enfin, lié au bouddhisme, etc. On a très très vite compris l'union corps-esprit qui est indispensable tout type de performance. Euh, et il se trouve que voilà, en gros résumé, les arts martiaux, donc les arts de Mars, donc de guerre, Mmh. quelque chose de très yang, très masculin, voilà, très dur. Et on est obligé d'apporter le yin, le côté féminin, doux, contrôle des émotions, ressenti des choses, voilà, analyse des émotions. Et c'est pour ça qu'ils alternent en fait à la méditation et les sports, enfin et les arts martiaux. C'est quelque chose, Mmh. c'est indispensable parce que bon, ils considèrent en fait que si on t'apprend entre guillemets à tuer, apprendre à quelqu'un à utiliser une arme sans lui donner le bon sens, bah il va tuer n'importe qui, ça va être un danger. Donc du coup, la méditation, ça permet aussi de faire voilà des combattants sains de corps et d'esprit par définition, sains de corps et d'esprit. Après, sur le terrain, ça se pratique comment? Bah, c'est très simple. On se lève le matin et à 6 du mat. Euh, on part faire footing dans la montagne, à Agen, en général. Mmh. Après, on revient, on mange, on s'entraîne, jusqu'à environ 13 heures. Après, on remange. Après, on dort. Après, on se réentraîne aux armes et après, on remange et on dort.
après la méditation dans tout ça, elle se fait le matin au réveil. Ça là est très très dur. Concrètement, à mon époque, c'était une sieste. C'était juste un prolongement de la nuit. Méditation du matin. Après, on avait une méditation juste avant de manger. On mange, on sieste, entraînement aux armes, et après on reméditait. Et à chaque fois, la méditation c'était 1 heure. Donc, Énorme, ok. en gros, c'était ça. Ouais, non, c'est C'est vraiment du coup l'aspect, tu as tout l'entraînement du corps qui se fait à travers voilà, les entraînements que tu décris et l'entraînement de l'esprit donc qui se fait à travers la méditation quoi. c'est ça, c'est un vrai entraînement. Parce qu'en fait, ils mettent des contraintes, ils associent les contraintes physiques aux contraintes mentales. C'est-à-dire que voilà, faire méditer quelqu'un en période post-prandiale, alors qu'on a une seule envie, c'est de dormir, et ben ça demande un effort mental. Mhm, mhm, Donc mhm. voilà. Après, ils font aussi ça c'est de la méditation passive, mais ils font aussi de la méditation active, où ils nous En font mettre marchant ou... en marchant. Ouais, là, ça c'est la méditation active tranquillou. Ouais, C'est plus sur des poteaux. Tu tiens en squat sur des poteaux et tu médites. ok. C'est des trucs comme ça. Donc là, voilà, ils font tout en fait pour que tu dépasses le corps, pour que le corps Mhm. soit plus une entrave et que tu te concentres vraiment que sur ton mental. Énorme. Et aussi, ce qui est super intéressant dans ce que tu décris, c'est cette idée de contrebalancer cette forme de violence à tra- qui est, qui est entraînée dans les arts martiaux à travers ben, toute la compassion qu'on peut, qu'on peut entendre et qui est transmise aussi dans les enseignements bouddhistes et qui se fait à travers la méditation, le lâcher prise et tout ça, non? C'est ça. Hmm. Le, le lâcher prise dans les arts martiaux, c'est indispensable. Les maîtres passent leur temps à le dire, que ça soit dans les sports de combat, donc, quel que soit le sport de combat, il y a cette notion en taoïsme, on appelle ça le wu wei. C'est Mhm. la notion de vraiment lâcher prise, ne pas crisper, ne pas lutter, utiliser la force de l'autre, vraiment se relâcher en fait, mais en gardant une intention concentrée. Donc c'est ça, et c'est là où il y a cette espèce de jeu, ne pas laisser le corps interférer avec l'esprit, ne pas laisser l'esprit interférer avec le corps. C'est-à-dire il va avoir vraiment un espèce d'équilibre fragile entre les deux. Hmm. Waouh! Et ça me paraît hyper intéressant aussi dans à la fois ton métier de kiné et dans la pratique des sports de combat, c'est cette capacité de tolérance à la douleur, du coup, que tu développes à travers ces exercices méditatifs, mais en position de squat, sur des poteaux et tout ça. Mm. Donc, quel genre de technique mentale, en fait, ils te transmettent pour outrepasser cette sensation de douleur et augmenter ta capacité de tolérance? En fait, une des techniques de méditation qu'ils donnent, bon, ça c'est, c'en est une, il y en a Mhm. plein différentes. Ils isolent en fait, on ressent des choses. Voilà, on est sur son poteau, on est en squat, on ressent des choses, on ressent de la douleur, on ressent de la douleur après se transforme en espèce de colère. Donc on analyse ça, on en prend compte et on l'accepte. On va pas chercher à l'enfermer, à le repousser. C'est-à-dire qu'on est encore dans le lâcher prise. On va l'accepter, mais en prendre du recul. Donc, une des techniques qui m'ont donné, bon, il y en a d'autres, mais c'est d'utiliser les nuages. C'est-à-dire que voilà, dès que je ressens quelque chose, je le localise dans mon corps, et de mon corps, je le prends et je le mets dans un nuage. Donc, on le met dans le nuage. Le nuage, il est dans le ciel. On met la chose qui nous embête, la colère, on la met dans le ciel, dans le nuage. Et un nuage, ça passe. Un nuage, ça passe doucement. C'est dans le ciel, c'est là. On est resté en face de nous. On prend un recul là-dessus. Et ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et dès qu'on ressent, si la colère revient, hop, on la remet dans le nuage. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit que la colère, elle part quoi. Elle part. Énorme.
Et du coup, et le fait de faire ce travail mental de prise de recul sur l'émotion et sur la sensation, en fait, bah ça permet de s'en détacher, en fait. Mmh. Je trouve ça fascinant le fait qu'ils aient développé des techniques comme ça, des techniques mentales en fait, des formes Mmh. de techniques d'imagerie mentale qui aujourd'hui sont étudiées en psychologie du sport, en préparation mentale et qui finalement sont des techniques, hyper anciennes qu'eux ont découvert par leur expérience et leur, exploration, on va dire, intérieure dans ce qu'ils Mais faisaient, quoi. ouais, ils sont en avance de fou. De toute façon, ça on le sait. Hein, Mmh. l'Asie, d'une manière générale, ils sont en avance de fou sur les occidentaux, sur tout ce qui est la médecine, le corps, etc. Mmh, mmh mh. Là, on commence, nous occidentaux, à capter. Tiens, bah il y a des énergies, ok. Oui, ça c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, les énergies. Ça fait des années-lumière que les Asiatiques travaillent sur les énergies. Mais Mmh. après, Pareil pour la méditation qui est de plus en plus en vogue ici, mais qui est quelque chose de hyper ouais, traditionnel et millénaire là-bas, quoi. ouais, c'est ça. C'est tellement traditionnel que ça fait partie de la religion, carrément. Mmh. C'est-à-dire, ils l'ont intégré à la religion. Ouais. Alors que bon bah nous, on a une forme de méditation, mais il y a pas cette notion de il y a pas cette notion de corps-esprit. C'est une méditation un peu plus intellectuelle, un peu plus Mmh. voilà sur par rapport à Dieu. On réfléchit à c'est plus une réflexion. Dans le terme méditation, on pense plus réflexion, alors que méditation en Asie, c'est plus connexion à soi-même. Ouais, ouais. Bah, il me Donc, semble que même nous, méditation, donc le terme qu'on utilise, dans le bouddhisme, ils utilisent le terme de bhavana en sanskrit, si je me souviens bien, qui veut justement dire l'entraînement, l'habituation, le fait d'entraîner son esprit comme ça c'est ça. à fonctionner, ouais. Bah, quand on parle du zen au Japon, Mmh. zen, ça veut dire concentration. Donc, Yes. c'est l'école de la concentration sur soi. Voilà, Ouais, c'est c'est juste ça. indispensable de se concentrer. Après, c'est un outil qui est formidable. On peut l'utiliser pour milliards de choses. Hein. Mmh mh, mmh. Ouais, mais quand tu penses à la performance sportive et à cette notion de concentration et de reconcentration, tu vois tout de suite l'intérêt que ça peut avoir, quoi, dans un Ouais. combat notamment, quoi. Ah ouais, ça permet de se focaliser en fait. Ça Mmh. permet de se focaliser sur une chose bien précise, en l'occurrence l'adversaire, et de pas se laisser perturbé par le public, par le voilà les coachs qui crient derrière ou je sais pas quoi. Donc ça c'est un outil qui est très puissant. C'est pas pour rien que les combattants dans les arts martiaux traditionnels le pratiquent. C'est Ouais, en soi, c'est une arme en soi en fait. ouais et ça s'est perdu ensuite. Aujourd'hui, peut-être ça revient au goût du jour, mais cet entraînement de l'esprit, il s'est perdu au profit de l'entraînement purement technique et physique dans les sports de combat, non? Ouais, dans les sports, alors ça commence à revenir. Ça Ouais. commence à revenir, même dans les clubs de, bah, on en parle après. J'en parle un peu dans l'information, mais dans les clubs même de quartier, Mmh. il y a un espèce d'une forme de méditation qui s'appelle le retour au calme. C'est-à-dire Ouais. que une fois que l'entraînement est passé, ils se mettent en position, donc soit allongés sur le dos, soit en position fétale, et ils respirent et ils se relaxent et ils se concentrent sur leurs blessures, les erreurs qu'ils ont faites dans l'entraînement, ce qu'ils peuvent améliorer. Donc on n'est pas sur de la vraie méditation, mais on est sur quand même une notion d'introspection qui commence à arriver petit à Ouais, petit. des méthodes de relaxation aussi qui sont utilisées justement dans les arts martiaux traditionnels et en Asie beaucoup. C'est ça. Donc c'est Ouais, un ouais. premier pied dedans, on va dire. Ouais, c'est peut-être moins dans les peut-être un peu plus dans les arts martiaux japonais ou encore en karaté, on voit des choses comme le Mokshu, forme de méditation en début, en fin d'entraînement, des trucs comme ça, Ah ouais. bah ça c'est oui. Là je te parle des sports de combat qui Ouais. paraissent extérieurement super physiques en mode ouais non on n'a pas le temps de Mmh. méditer nous voilà. MMA, je te parle vraiment du MMA. Ouais. Les dans tous les arts martiaux traditionnels que j'ai fait c'est obligé c'est intégré en fait. Mmh. C'est ça Mmh. dure pas 1000 heures
Ça ressemble plus à une minute de silence qu'une vraie méditation, mais c'est quand même, c'est intégré quand même. Yes. Et avec ton expérience là, qu'est-ce que tu conseillerais du coup à un combattant qui souhaite intégrer cette pratique de la méditation dans son entraînement au quotidien? C'est-à-dire, Ben, qui, par exemple, il sait pas trop comment faire, par où commencer. Qu'est-ce que tu lui conseillerais quoi, ouais, pour bah, débuter? il y a il y a plein d'applications maintenant, il y a plein de le petit bambou, là, je sais plus comment ça s'appelle, Mhm, là, mhm, souvent j'entends parler de celui-là. Il y a plein de choses qui sont faites, qui permettent de guider dans cette pratique. Après, il y a la méditation pour les nuls, hein, aussi simple que ça, hein, mhm. le livre, qui est pas mal fait, hein, qui est très terre à terre pour ceux qui ont besoin d'un truc, de se raccrocher à quelque chose de terre à terre pour commencer. Bah ça c'est cool. Après, si vraiment ils veulent développer la chose, bah le mieux, je pense, c'est d'aller faire une séance d'hypnothérapie chez un hypnothérapeute ou contacter un prépa mental ou voilà, Ok. s'orienter vers ces personnes-là, c'est un peu leur taf, quoi. Ouais, 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 complètement. C'est vrai que les applications sont cool parce que tu es guidé un peu dans la prise en main. Et après, Mm. si vraiment tu veux être accompagné, ben ouais, tourne-toi vers des personnes qui maîtrisent et qui travaillent avec ces outils-là et C'est pourront ça. t'accompagner, ouais. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous revenir un peu sur ce qui t'amène après au métier que tu fais aujourd'hui, kiné? Comment je suis arrivé à ce Ouais. métier? En gros, depuis tout petit, je voulais soigner les combattants. Dès que j'ai commencé les arts martiaux, je voulais être médecin pour les combattants. Et puis, je soignais déjà un peu les gars de mon club. Je donnais des conseils bidons aux gars de mon club. Et puis voilà, ça s'est fait. Enfin, c'était une évidence en fait. Et à aucun moment je me suis dit je peut-être pas, ça sera peut-être pas ça. Non, je savais que ça allait être ça. Après, j'ai aussi hésité avec les groupes d'intervention. Pour tout Hmm. dire, je voulais aussi intégrer le raid. Et puis bon, j'ai des amis qui m'en ont dissuadé. Merci à eux. Et du coup, c'est vrai que la kiné, pour moi, kiné, un, du sport, deux, sport de combat, c'était évident. Après, moi, je suis sorti du bac et là, je suis tombé sur la réalité des concours, concours médecine, concours kiné. C'est pas facile. C'est pas facile. Du coup, j'ai fait un petit, on va dire, un petit passage dans la podologie. Voilà, donc à la Mhm. base, je suis podologue. Ok. Podologue, j'exerce un petit peu et puis bon, parce qu'en fait, on a un diplôme d'État en France, on peut faire une passerelle. Et donc Mhm. du coup après j'ai fait une passerelle pour accéder à la kiné, comme ça j'esquivais le concours en fait. Yes. Et, Ok. euh, et donc au final, bon, j'ai fait mes 3 ans de podo, j'exerçais un peu, après je suis parti sur la kiné. Après j'ai fait kiné du sport, après j'ai fait un DU de prépa physique et puis voilà, après plein de petites formations à droite à gauche. Hmm. Voilà quoi. Oh, et donc dans ton métier aujourd'hui de kiné, tu es directement confronté à cet aspect un peu négatif de la pratique sportive, mais qui n'est pas que forcément négatif, mais qui est la blessure. Mm. Euh, donc de par ton expérience, de par ton travail, là, de ce que tu fais, tu es vraiment directement au contact des athlètes qui sont blessés, qui sont en rééducation, qui sont en arrêt, peut-être même pour certains qui doivent mettre fin à une carrière ou à une pratique d'un sport en particulier. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que toi tu peux observer en termes de mental, donc soit de souffrance mentale ou de difficultés mentales et psychologiques que ça peut générer chez les athlètes que tu accompagnes, toi, dans leur rééducation? Bah, le truc, c'est que là, donc je bosse pour un sport, enfin des sports où c'est toi contre moi, quoi. Donc Mhm. il y a le côté effectivement technique, il y a le côté physique, mais aussi la bagarre mentale. On parle, voilà, ça commence dès le départ avec le trash talk.
Donc trash talk, c'est voilà, c'est les mecs qui vont commencer à s'insulter, faire monter la pression, essayer d'atteindre psychologiquement l'adversaire en face. Mhm. Quand en fait lui faire monter le stress dans les vestiaires pour que quand il arrive dans la cage, qu'il soit déjà complètement sous stress en fait. Mhm. Donc ça c'est voilà, c'est tout ce qui est ça c'est tout ce qui est en amont du combat. Et après effectivement les blessures impactent automatiquement la confiance du combattant. C'est-à-dire que imagine, je te dis voilà, moi je vais avoir mes 2 pieds, mes 2 jambes, toi tu vas avoir qu'un bras pour battre. Voilà, tout le reste c'est bloqué. Ah bah là, mentalement, faut encaisser, faut être prêt. Faut se dire, ok, je vais trouver des adaptations pour. Parce qu'il y en a qui peuvent dire aussi, bah je suis blessé, j'arrête. Non non, j'y vais pas, je suis blessé. Puis il y en a, ils sont en mode, non non, je vais y aller. On va se débrouiller. On va trouver des adaptations, je vais y aller. Donc après, voilà, en fonction de l'athlète et de la personnalité, du mental de l'athlète, bah forcément le résultat sera pas le même. Il y en a qui vont me solliciter en me disant voilà, François, je viens de me faire les croisés, je dois combattre là, je vais combattre. Donc tu te débrouilles, tu fais en sorte que mon genou tienne pour que je puisse combattre. Ça, je l'ai eu 2-3 fois ça. Et Ok. bah voilà, on fait le taf et voilà. Et puis il y en a d'autres, voilà, je me suis fait les croisés, c'est mort, c'est mort. Donc après moi, à moi de lui dire bah si tu veux combattre, tu peux. C'est possible. Mais voilà. Tu vois, donc, Il y a des risques. il y a des risques, mais voilà. Donc, la blessure, mentalement, effectivement, ça peut impacter ça impacte la confiance du combattant. Mais, ça, c'est sûr. Mais après, le vécu, dépend de chaque athlète et du mental de chaque athlète. Donc là, on Ouais. rentre vraiment dans Ouais. le mental de chaque athlète. Il y en a qui vont vivre la blessure comme un truc, c'est une poussière, c'est pas grave. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir un petit pet à l'oreille et qui vont dire bah non, je peux pas combattre. Et ça, bon, en général dans le milieu, on appelle ça les blessures de mental, Les les fractures du mental. fractures de mental, blessures mentales. C'est voilà les fameuses, le fameux combattant qui chauffe de fou et bah je sais pas, sur les 5 combats qu'il a fait, il en a fait 2 quoi. Donc les autres combats c'était que des ah bah je peux pas, je suis pas au poids, j'ai annulé, Hmm. je me suis fait mal ou Hmm. voilà. Donc le vécu de la blessure dépend de chaque athlète. Ouais. Et Très, moi bah très juste. je suis là pour ceux qui vivent la blessure comme un détail. Voilà. Très juste, très juste. C'est vrai que la personnalité de l'athlète influe vachement sur le vécu psychologique de la blessure. Et en parlant de personnalité, toi, qui côtoies beaucoup de combattants, quel trait de caractère ou type de personnalité tu retrouves beaucoup dans Bon, les sportifs que tu accompagnes? bon, il y a de tout, hein. Il y a Hmm. Les combattants, c'est avant tout des humains, c'est avant tout voilà des personnes comme toi et moi. C'est juste que effectivement, c'est des choses c'est des gens bon bah que soit ils ont des choses à prouver à eux-mêmes, soit ils ont des choses à prouver aux autres. Soit c'est des passionnés aussi, ça arrive. Mais pour monter dans une cage, sur un ring, sur un tatami et se taper en face de quelqu'un gratuitement quasi, il faut avoir quand même quelque chose, un petit grain. Il faut qu'il manque des petites cases quand même. Donc soit lié à des traumas liés à l'enfance, soit mais voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Donc en termes, il n'y a pas de personnalité type Mhm. du combattant. Si on revient sur le vécu de la blessure, chaque combattant vit la blessure différemment. Même mes séances. Même mes séances, il y a des combattants. C'est des Golgoth. Ils vivent mes séances, ils finissent comme des bébés à pleurer parce qu'ils ont les jambes qui brûlent. Et puis il y en a d'autres, c'est des gringalets. Je peux leur mettre cher et ils bougent pas. Ils disent ouais à la semaine prochaine. Hmm. Il y a pas de profil type de combattant à part que c'est des traumatisés. Les vrais grands champions, Mike Tyson, Mayweather,
tous ces gars-là, c'est des gars qui viennent d'un milieu galère, Mhm, mhm. galère, Ouais. galère, traumatisme parental, traumatisme tout court, euh, euh, Social, ouais. social, social compliqué. Voilà, c'est soit je me bats, soit je suis fini. En gros, Mhm. voilà, j'ai pas le choix en fait. Donc Marche ou crève. c'est ça. Donc c'est voilà. Ouais, Donc, ouais. donc, Très, très intéressant, très le truc en juste. commun, c'est ça. Je pense on a tous un petit trauma. Mhm, mhm, mhm. Je voulais... Et Ouais, je développe juste que vas-y. j'ai vu des combattants euh, qui ont réglé ces traumas et qui après ne pouvaient plus combattre. Mhm. C'est-à-dire mentalement, ils avaient plus la niaque en fait. Ils avaient plus la rage de monter et du coup, bah, en général, quand c'est comme ça, ils finissent prof. Ils finissent prof. Ils sont dans l'altruisme. Ils sont voilà dans un truc beaucoup plus sain au final. Mhm, mhm. Plus équilibré, ouais. Plus équilibré. On le voit. C'est souvent les profs, les vrais profs pas les profs qui combattent en parallèle, mais les vrais profs, bah c'est eux, c'est leur rôle en fait. Ils doivent être apaisants. Mhm, Ils doivent être mhm, apaisants. Ils doivent, voilà, ils doivent être dans le coin du combattant. On ne doit pas avoir dans le coin du combattant quelqu'un qui est. mhm. Et ça, C'est juste. c'est aussi un truc qui différencie, je pense, les bons coachs des mauvais coachs. Il y a beaucoup de mauvais coachs qui sont des frustrés, qui n'ont pas combattu ou pas combattu comme ils le voudraient, et ils continuent à coacher avec leurs petits traumas et ils transposent ça après sur leurs athlètes. Et il y a j'ai plein de coachs en tête comme ça où des gars, ils sont vraiment, ils mettent beaucoup de pression sur leurs athlètes. Mais Tu en veux fait, dire qu'ils vivent un peu leur carrière par procuration à travers celle de l'athlète? c'est ça. Je dirais un bon tir des coachs, c'est ça. Mhm. Ouais, Et ça joue de fou sur la performance, hein, parce que ça rajoute une pression à l'athlète qu'il n'y a pas besoin en fait. c'est ça, ouais. Très juste aussi, ouais, carrément. Mhm. Je voulais parler de l'origine de la blessure aussi, parce que j'ai l'impression que les facteurs de stress et le stress peut souvent être à l'origine de la blessure. Qu'est-ce que tu en penses? Bah on parle bien de la fracture de stress. Hein. Ouais, Le oui, ça. stress, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le stress, un stress mental, ok, mais il y a aussi le stress mécanique, une Ouais, fracture, stress mécanique. oui. Je Donc, parlais plus du stress psychologique là, c'est vrai, ouais, ouais. donc le stress psychologique, on sait que ça fait partie des indicateurs. On appelle ça l'indice de Hooper. Dans l'indice de Mhm. Hooper, on va évaluer donc l'athlète et on va déterminer la qualité de son sommeil. On va déterminer aussi l'état de fatigue dans lequel il est et son état de motivation et son état de stress. Donc de 0 à 7, on va évaluer Mhm. son stress. Donc c'est un des indices de la performance. C'est-à-dire un athlète stressé, c'est sûr que voilà, c'est comme une vache. Une vache qui est stressée, la viande elle va pas être super quoi. Donc Mhm. c'est pareil. Un athlète stressé, c'est un athlète qui navigue dans une comment dire, dans un environnement qui est pas propice à la performance. En gros. Donc, faut diminuer un maximum le stress. Donc, c'est pour ça qu'il faut, qu'il y ait le moins de choses à gérer. Je sais pas pour les combats, voilà, qu'il ait pas à gérer l'hôtel, qu'il ait pas à Mhm. gérer l'avion, euh, qu'il ait pas à gérer, s'il y a blessure, qu'il soit dans des bonnes mains, qu'il soit pas baladé à droite à gauche, qu'il ait pas plusieurs sons de cloche, qu'il y ait des gens qui le rassurent par rapport à ça. Donc ouais, le stress, ça influence de fou. On sait que le stress, avant de monter dans ring, cage ou autre, euh, déjà, juste en étant stressé, le cœur monte déjà. Mhm. Donc la personne fait déjà un effort alors qu'elle est même pas encore montée. Ouais. Donc le cœur, donc il monte dans la cage, il commence le combat, son cœur est déjà bien parti. Si l'autre arrive à maintenir un bon équilibre, déjà, il part des avantages. Déjà, il y a des avantages.
Mhm. Donc déjà, il y a des avantages. Si en plus si le gars est stressé, il part déjà avec un handicap Mhm. physique. Ouais, ouais, ouais. Ouais, le rythme cardiaque s'accélère, la Ouais. respiration aussi. Ouais. Donc tu pars avec un désavantage. Et au contraire, si tu arrives à bien gérer ton stress, ben, tu pars avec un avantage parce que Ouais. physiologiquement, tu es dans de meilleures dispositions, quoi. C'est clair. Ouais, on voit Cyril Gann. Cyril Gann, il est détente. Mhm. Il est détente de fou quand il combat, même quand son dernier combat là, qu'il a perdu contre John Jones, il était relax, il était détendu, tu vois, Mhm. tranquille. Donc après, il n'y a pas que ça pour la performance, mais au moins tu te retires Ouais, un, ouais, ouais. un handicap qui a pas lieu d'être en fait. Ouais, ouais. Et Donc j'aime bien parce que dans ta vision aussi, tout est lié. C'est-à-dire que sûrement qu'un stress psychologique entraîne un moins bon sommeil, donc une moins bonne récupération, donc favorise la blessure et tout ça s'entretient en fait. c'est ça. Le stress, c'est quoi? Le stress, c'est juste la personne en fait. C'est pas vraiment le stress. Ce serait plus, on appellerait plus ça de l'anxiété en fait. Mhm. C'est elle stresse du futur, de comment va se passer le combat. Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais perdre? Est-ce que je vais me blesser? Voilà. Les pensées du passé. C'est ah j'ai fait ça, putain j'aurais peut-être pas dû. Et c'est là Mhm. que le rôle de la méditation est important parce que la méditation elle permet de recentrer sur le présent Ouais, et donc du coup de se débarrasser du stress. yes, Je très sais, juste. je dis ça, Mhm. je dis rien, mais le 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 stress est généré par ça. Mhm. Complètement. Ouais, c'est une réaction à des pensées, à une situation, un environnement. Et après, c'est ta capacité justement à gérer ce stress et à revenir dans l'instant présent. C'est ça, c'est en fait c'est le stress, c'est en fait se poser des questions et essayer de contrôler quelque chose qui est pas contrôlable. Futur, passé, c'est pas contrôlable. Mhm. Donc Mhm. se poser des questions dessus et essayer de euh, tirer des plans sur la comète et tout, non. Mhm. On peut juste s'entourer de bonnes personnes qui ont déjà vécu la situation. Et c'est là, comme on peut pas accéder nous au futur, on peut demander à des personnes qui, eux, ont déjà eu accès à une situation équivalente. Parce qu'ils Mhm. savent, ils ont l'expérience. Et du coup, bah, ça va permettre d'anticiper les problèmes. Ouais, complètement. Et donc d'avoir un meilleur sentiment de maîtrise, même si on voilà, on prédit pas l'avenir, mais on peut arriver avec un meilleur sentiment de maîtrise sur C'est tout ça, ça. quoi. Ouais. C'est ça. Tout cet aspect mental, psychologique, on, on vous en parle dans les formations, kiné, préparation physique, c'est des choses qui sont abordées? Ouais, en kiné, on a toute une partie sur la psychologie, mais médicale. Ok. Parce que voilà, en fonction du patient que tu as en face, bah, faut bien comprendre que le kiné, au bout d'un moment, a une certaine limite. C'est-à-dire que on peut soigner, on peut pas soigner tout le monde. Il y a une partie de la population, concrètement, si t'es pas mentalement dans une dynamique de te soigner, je vais pas pouvoir le faire à ta place. Donc, Mhm. si on est en face de quelqu'un de dépressif qui est à deux doigts de se suicider, la rééducation, C'est pas la priorité, quoi. il s'en fout. Donc il va venir, mais Mhm. voilà. Donc la rééducation aura zéro effet. Donc voilà. Et puis il y a des personnes, bon bah, qui sont en gros résumé, starbés quoi. C'est-à-dire, on sent que y a pas, ils sont pas là, ils sont pas mentalement présents comme nous. Mhm. Du coup, ils décrivent des douleurs qui sont absurdes, qui partent dans toutes les sens, dans tous les sens, bon. Donc ça, on est formé en kiné là-dessus pour au moins pouvoir réorienter, dire attends, là concrètement, il y Mhm. a un problème. Il y a un problème. L'identifier, quoi, pour pouvoir, ouais, Moi, l'orienter. ça fait partie de mes questions de bilan, c'est-à-dire que je pose la question de voilà, ok, tu viens à moi, t'as une douleur, ok. Est-ce que au niveau nutrition, ça se passe bien, sommeil, ça se passe bien, et psychologique, ça se passe bien? Moi, ça fait partie des trois questions obligatoires. Parce qu'après, si on la pose après cette question-là, Ouais. là, les patients ils kiffent pas parce qu'ils se disent attends, tu me prends pour un fou, c'est ça? Donc, alors, Mhm. si on le dit dès le départ, ça passe. Voilà, on dit dès le départ, psychologiquement, est-ce que tu te considères avoir une hygiène psychologique bonne?
Et là, souvent, quand on pose ce genre de questions, c'est ah bah au boulot, j'ai grosse pression, ou j'ai je sais pas, j'ai mes parents derrière qui me Mhm. Ouais, m'obligent ça peut être familial, ouais, ouais. à bref, il y a un impact psychologique à prendre en considération aussi, et en fonction bah, du degré d'importance que prend l'impact psychologique, je vais pouvoir aider la personne ou pas. Je vais pouvoir lui dire voilà, moi je peux t'aider jusqu'à là. Après, c'est autre chose. Après, il faut que tu ailles voir un psy. Mhm. Ouais, complètement. Et d'où l'importance de dresser un bilan vraiment de tous les aspects de la personne quand tu la reçois. Moi, c'est ce que je fais, je commence toujours par là pour pas passer à côté de ce genre de détails qui sont déterminants en fait dans le travail derrière que tu vas proposer. Et personnellement, là, je parle de mon expérience personnelle, j'ai vu très peu de kinés le faire, ça, Hmm. Ouais, cette ouais. phase de bilan. Ouais, bah je me suis mis à le faire. Bah déjà simple, hein. Les piliers de la récupération, c'est quoi? Nutrition, sommeil. Donc déjà, Mhm. si la personne elle a pas ça de base, c'est sûr que son état général va pas être ouf, et que un petit grain de sable comme un peu trop de sport ou forcer un petit peu trop sur quelque chose, ça va développer des tendinites, des tendinopathies, Mhm. d'autres choses, des pathologies quoi. Donc déjà ça c'est le terrain de base. J'ai rajouté la question psychologique parce que moi j'ai horreur de bosser pour rien. Mhm. Et, bah, c'est l'expérience hein, qui fait que j'ai eu des patients, je me suis acharné sur eux, et puis au final, je me suis dit, ok, en fait, elle est complètement barge, et je suis en train de perdre mon temps. Du coup, j'ai plein de patients comme ça que j'ai renvoyés chez des psys, et Mhm. par hasard, toutes les douleurs, elles sont parties. Oh, merci, super, baisse Mhm. kiné. Non, je t'ai juste renvoyé chez ce dont tu avais besoin, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, mais déjà, bon. Après, là, on touche à quelque chose de sensible, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas prêt à accepter le changement, parce que le travail psychologique, c'est un des plus durs. Mhm. Ouais, faut reconnaître déjà cette part de faiblesse Faut, en soi et c'est ça voilà, qui est dur aussi. faut reconnaître. Et puis, si les traumas ils sont familiaux, ça veut dire que là, on touche à un truc Mhm. Mhm. costaud. Là, il y a une emprise psychologique de la famille qui est super forte. Là, on touche à des trucs qui est chaud. Donc c'est pour ça que bon, Mhm. c'est clairement pas mon métier, mais en revanche, je peux te dire si oui ou non tu as besoin de d'aller voir ces personnes-là ou pas, et si Ouais. ça va interférer dans ma rééducation ou pas. Mhm. Ouais, très important. Est-ce que tu as déjà été confronté à une fin de carrière due à une blessure? Fin de carrière sportive, je veux dire? Due à une blessure trop grave ou Ouais, bah il y a une des blessures les plus graves dans les sports d'une manière générale, c'est les ligaments croisés. C'est une blessure qui te fait pas très mal, qui est pas très impressionnante. Mais par contre, justement, le travail mental est super chaud, parce qu'en fait, les chirurgiens sont en mode oui, oui, y a pas de souci, je t'opère, allez, je t'opère demain. Et allez, hop, pas de souci. Ok, pas de problème. L'opération est facile. tu rentres le matin, tu repars le soir? Voilà, ça se fait facile. En revanche, la rééducation derrière, c'est 1 an. Mhm. Donc ça veut Intense dire quoi, c'est pas un an cool, c'est c'est un pas an 1 an. Ah, ça dépend où on va. Hein. ouais. Et ça dépend chez quel kiné on va, mais en gros, c'est 1 an, c'est 12 mois à avoir son kiné 2, 3 fois par semaine, et une reprise du sport, on va dire pour les sports de combat, pas avant 9 mois, 10 mois. Les Très études, progressive. voilà, et reprise progressive. Un ligament croisé, ça met 3 ans à cicatriser. Ça veut dire que la personne, elle peut pas être au top, 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 top avant 1 an et demi. Il va falloir qu'il y ait une prépa physique après la kiné. Enfin, Mhm. le travail est super chaud pour une petite opération qui paraît anodine, mais en fait, c'est super lourd. Et mentalement, si on n'est pas préparé à ça, il y a des athlètes, hein, il y a des études qui ont montré que sur c'est 60%, je crois, 60% des athlètes qui se sont fait opérer reprennent le Au même niveau quoi, au plus haut non, niveau? non, même pas au même niveau, Ah. reprennent le sport. Ah ouais, OK. Reprennent le sport dans une optique de compétition. 60%. C'est pas mal, mais c'est pas Mmh. fou, hein. Ouais.
Et sur ces 60%-là, ils sont 80 à retrouver leur niveau. Ok. 80% à retrouver leur niveau d'avant. Voilà. Et là, on parle pas encore de performer, on parle de retrouver le niveau d'avant. Donc C'est peut-être moins de la moitié des gens qui se font cette blessure au début, quoi. c'est ça. Donc Hmm. on est sur des stats assez lourdes et voilà. Et j'ai plein des patients. Je connais plein de potes où leurs patients abandonnent, quoi. C'est-à-dire qu'ils Mhm. sont au milieu, ils disent c'est bon, le sport c'est bon ça. C'est-à-dire quand on voit que la facilité avec laquelle on s'est fait mal et la galère que c'est derrière, parce que c'est une galère Mhm. mentale, mais c'est aussi une galère financière. Faut pas se mentir. Une chirurgie du croisé, si on va voir un grand chirurgien, on en a pour 2000, 3000. Après, il y a la kiné. Et la kiné, 1 an de kiné, 2 fois par semaine, au bout d'un moment, ça rapporte un petit peu, Faut hein, une bonne mutuelle. une bonne mutuelle. Hein, donc ça, personne n'en parle. Moi, tous mes combattants qui se blessent, je leur précise bien attention, attention dans quoi tu t'embarques. Attention, juste ça. Mhm. Euh, Et donc, quelles habiletés mentales, justement, il faut pour surmonter ce type de blessure, selon toi? on en revient au même point, c'est-à-dire que la personne qui a son trauma, le combattant là, qui a la rage, il a Mhm. la rage, il a la rage, il a la haine, il veut montrer, il veut prouver, voilà, il veut être là, et c'est ça qui les tient. Il dit voilà, ok, je fais une pause dans ma carrière, 1 an, là, je bombarde la rééducation, je reviens, je suis une machine de guerre, voilà. Donc après il y a des hauts et des bas mentaux, Mhm. forcément des fois voilà ça n'avance pas, ça recule, voilà. Après c'est à moi aussi de gérer parce que mentalement pour moi aussi c'est chiant Il parce y a que des attentes vis-à-vis de toi, ça, des exigences voilà, aussi? c'est comme je suis le seul lien vu que leur chirurgien ils s'en foutent, hein, c'est opéré, Ouais. terminé, hein, ils te calculent plus après, hein. C'est toi qui es au contact après, ouais. Moi, je suis en contact avec la personne et je me la coltine pendant 1 an, 2 fois par jour. À la fin, ça devient mes potes. Ouais. Mais en attendant, qui c'est qui se tape les baisses de morale et qui doit remonter le moral? Qui c'est qui doit, voilà, encaisser les réflexions du genre, ça traîne, hein, ça avance. Ouais. Ouais. Là, est-ce que je vais retourner? Tu penses que je vais retrouver au niveau avec ça là? T'es sûr que ça marche ce que tu fais? Je plie même pas mon genou là, regarde. C'est Mhm. normal. Là, c'est normal parce que je comprends pas. Euh, donc bon, ça faut aussi l'encaisser, hein. Ouais. Et tu conseilles justement, du coup, quand tu vois ça chez les sportifs là en rééducation, ben, qu'ils puissent aller voir aussi un préparateur mental pour les accompagner sur cet aspect-là de leur rééducation? Ouais, bah oui, ça serait le top, hein, mais bon. Hmm. C'est un Ouais. investissement aussi, Ouais. ouais. Donc déjà, ils engagent du temps dans la kiné et qu'après voilà, si en plus faut qu'ils prennent un prépa mental, Hmm. ça commence à faire, hein. Ça peut aider, ça dépend, ouais. Bah, c'est clairement un truc indispensable. Hmm. Pas ça peut aider, c'est indispensable. Pour Ouais. moi, un athlète de haut niveau devrait avoir un accompagnement mental. Mhm. Voilà. Après, c'est sûr que en rééducation, encore plus, parce que là, la gestion de blessures, etc. Ouais, c'est toutes les émotions que ça génère, surtout les émotions négatives et désagréables, quoi. C'est ça. C'est clair. Ouais, ouais. Autre chose que je voulais aborder avec toi, c'est la dépendance à l'activité physique. Et Mm. justement, dans les périodes d'arrêt, eh ben, toute la souffrance psychologique que ça peut créer. C'est quelque chose que tu observes, ça aussi? Mm. L'état de manque que ça peut générer? Ouais, 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 j'ai pareil, des combattants. C'est Des drogués au Ah, on, sport? on a que 2 séances par semaine. Je dis, bah ouais, t'as 2 séances par semaine. Mais je fais quoi en attendant? Bah rien. T'as 2 séances par semaine. Si tu fais plus, ton genou va gonfler, ton épaule va te faire mal, parce que voilà, le tissu, il a besoin d'un temps d'adaptation, il a besoin du temps. Les gens comprennent pas que on peut pas accélérer le temps. La kiné n'est pas fait pour accélérer les choses, elle est faite pour éviter les séquelles et guider. Mais on va pas Mmh. accélérer. La nature, elle est ce qu'elle est. Le seul moyen d'accélérer les choses, c'est par le dopage.
Donc, ils veulent que ça aille vite, ils veulent que voilà, c'est normal, normal. Mais ça se passe pas comme ça. Et du coup, ouais, du coup, j'ai La, oublié. dé- ben, la dépendance à l'activité physique et l'état de manque, c'est quelque chose que tu observes aussi chez les athlètes qui sont arrêtés. Ouais, 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 Mm. ils sont. Alors bizarrement, c'est pas trop dans les sports de combat parce qu'au final, on peut très rapidement trouver des alternatives dans les sports de combat. On peut trouver des petites alternatives. On peut travailler sans être trop agressif. On peut faire du shadow. On peut pour tout ce qui est boxe, on peut faire du shadow. Pour le sol, le jiu-jitsu, etc., grappling, on peut driller, on peut tourner, on peut travailler. On Ouais, peut quand même faire des petits. On a 2 mois un petit peu compliqués et après on peut commencer à reprendre les choses. ouais. Donc c'est pas tellement un sport de combat où ça me dérange, c'est plus par contre chez les coureurs. Les coureurs, c'est une galère. La course, c'est extrêmement addictif. Ouais. La course, le trail, etc. Et dire à ces gens, bah, il va falloir que tu diminues, tu divises par 2 ta course, voire 3, et que voilà, tu fasses deux sorties, pas plus. Bah là, eux, on sent vraiment qu'il y a un manque dur, quoi. Ouais, ouais, ouais. En plus, bon bah forcément, il y a prise de poids qui va avec, ça déprime, donc ça mange, Mm. moins de dépenses caloriques, donc prise de poids, corps change, voilà. Et il y a tout ça qui joue et ça, avec eux, c'est très très dur. Donc, Ouais. faut trouver une alternative, faut réussir à intégrer la rééducation dans la course. Eux, c'est une galère. C'est pour ça que je me suis aussi spécialisé dans les sports de combat. Hein. C'est pas par hasard, c'est que Mm. les combattants, en règle générale, ils ont un mental. Mhm. Donc c'est voilà, ils rechignent pas à l'effort. Voilà, ils savent pourquoi ils sont là, ils encaissent. En général, ils sont habitués à la À la comment douleur, à la douleur et ils sont habitués à comment ça s'appelle l'adversité. non non le comment dire, ils sont habitués à faire ce qu'on leur dise, à faire Ouais. ce qu'on leur dit. Donc c'est des soldats. On leur dit, Mhm. tu fais ça, ils font ça, ils discutent pas. Ouais, ouais. Voilà. Ok. Et Je vois très bien. il y a des patients, ils sont là, ah ouais, mais peut-être que Mm. non. C'est Mm. clairement, si t'es là, c'est soit tu fais ce que je te dis, soit tu te bats. Ouais. Et le truc, c'est que voilà, c'est pour ça que j'aime bien ça avec les combattants. Que dans les autres sports, il y a pas ça. Dans les sports co, par exemple, le foot, euh, je généralise pas, mais tous les mecs du foot que j'ai eu, j'ai horreur des footeux pour ça. Concrètement, c'est trop dur. Du coup, ça vient pas. Ça manque de respect. Ça vient pas au séance. Mm. Ça prend des rendez-vous, mais ça vient pas. Ou quand Ouais, ça il y vient a moins cette discipline martiale finalement pas. qui. C'est ça le mot que je cherchais, c'était discipline. Mm. Il n'y a pas la discipline. Ils sont Mhm. en mode, Mm, d'accord. c'est Ouais, peut ouais, ça a du sens. Et donc du coup, bah là, on part. Là, on touche à l'humain. Donc si le mec, il est discipliné par lui-même, top. Mais si le mec est pas motivé, pas discipliné par lui-même, ouah, c'est compliqué. Donc j'ai horreur, par exemple, des stars. Mhm. Le pire, c'est stars de foot. À chaque fois, on m'envoie des stars de foot, et tu t'occupes de machin, de trucs. C'est les pires. C'est les Mm. pires. Ouais, je vois. Et c'est vrai, c'est là que du coup les arts martiaux sont intéressants aussi parce qu'ils te permettent de développer une forme de discipline personnelle et de respect vis-à-vis de l'autorité C'est qui, ça. on le voit du coup peut-être dans ta rééducation finalement, c'est hyper intéressant. Respect d'autorité et voilà, tu respectes la personne qui t'enseigne. Il y a le côté enseignement. Tout pratique Sensei. ça, n'importe quel pratiquant de sport de combat, même boxe anglaise ou autre, à un moment, il se la ferme et il a écouté le prof et il a fait ce que le prof lui a dit et c'est comme ça qu'il est arrivé là où il est arrivé. Et ça, c'est ancré dans sa tête. Dans les autres sports, il y a ça aussi. Sauf que il y a pas cette culture-là. Ouais. Comme il y a la notion d'équipe, bah, Mhm. il parle pas à moi, il parle à l'équipe. C'est l'équipe. Donc du Mhm. coup, individuellement, il n'y a pas ce côté-là, ce côté discipline. Après, ça dépend de chaque personne, mais d'une manière Ouais. générale, C'est moins dans la culture du bon, sport, sûr.
Mais c'est vrai que du coup, tu vois peut-être que ceux qui réussissent et qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont ces qualités-là justement de discipline, d'exécution. Ouais, Ouais. c'est sûr. L'exactitude dans la consigne. Ça, voilà, quand le coach il dit, bon alors l'équipe, voilà, vous allez faire ci, ça, toi tu te mets ici, tu bouges comme ça, nanana, euh, ça change tout. Ouais. Ça change tout. Quand toi tu dis il faut faire 10 répétitions, faut pas en faire 8 quoi. Faut pas en Ouais, bah, faire 12. voilà. Après, il y en a, c'est l'inverse. Il y en a, ils en font trop. Et moi, J'allais y venir, ouais. je leur dis tout le temps, je leur dis, euh, les exercices que je vous donne, c'est comme des médicaments. Là, on est dans un cadre médical. Donc, si je te demande de faire des squats, et si tu me demandes de faire 5 fois 10 squats, c'est pas 5 fois 40. Ah ouais, ben, j'attendais un peu, donc du coup, j'en ai fait plus. Bah non, parce que si je t'ai donné un dosage, c'est pas par hasard. Mmh. Pas un dosage comme ça parce que ça vient de ma tête. Non, c'est un dosage bien particulier parce qu'après, dans le fil de la suite de la séance, il y a d'autres choses qui vont se goupiller avec ça par rapport à ça. Et donc, du coup, bah, grille pas ton énergie là-dessus parce qu'après, il t'attend autre chose. Ouais. Ainsi de suite. Donc, voilà, les exercices, c'est aussi des médicaments, hein. Et un mauvais dosage, bah, ça crée des blessures. Ouais, l'analogie avec les médicaments, enfin moi, elle me parle beaucoup du coup. C'est vrai que ça a du sens que quand on te dit de prendre 2 cachets, bah, si tu en prends 4, c'est peut-être un peu risqué, quoi. Voilà. Tu prends 12 Doliprane, tu meurs, hein. Ouais, voilà. T'en prends un, c'est bon. Et donc dans les sports de combat, on peut voir l'extrême inverse par contre, qui est le surentraînement, qui est toujours en faire plus, toujours trop, même parfois quitte à ne plus écouter son corps. Il y a la tolérance à la douleur, mais après il y a l'épuisement et beh, le corps qui lâche que ça peut entraîner, quoi. Ouais, bah après ça fait partie de mon taf, notamment avec les groupes d'intervention. C'est pour ça que j'ai été engagé, Ouais. justement parce que eux, ils s'entraînent vraiment comme des bourrins. Donc c'était vraiment pour gérer ça. Et en fait, je dis, je préviens l'athlète, je dis voilà attention, tu t'entraînes ta, c'est beaucoup. Ok, il écoute pas, blessure. C'est-à-dire que si tu m'écoutes pas moi, t'inquiète pas que ton corps, il va te le dire. Donc, il Mmh. va t'envoyer une blessure, tu te blesses, là tu vas revenir me voir et je vais te répéter, je vais te dire ça, tu t'es trop entraîné, t'as mal géré ta charge de travail de la semaine et du coup t'as abouti à une blessure. Donc je te rééduque, voilà, mais ne refais pas la même erreur, sinon tu vas te reblesser. Donc voilà, ça c'est malheureusement, c'est quelque chose qui est véhiculé par les médias, notamment bah, dans le MMA. On en voit les Daghastanais, parce que ça, c'est les gars qui sont à la mode en ce moment, qui Mmh. s'entraînent tous les jours, charge de travail de folie. Ils se blessent, mais on s'en fout, on avance. Mmh. Ouais, mais parce que c'est aussi, le seul aspect peut-être de leur entraînement qui est médiatisé. Comme quand tu penses à des mecs comme Kobe Bryant, Michael Jordan, ce qui est mis en avant, c'est leur entraînement acharné, mais on voit pas derrière tout le travail de récupération, d'hygiène de vie, d'hygiène mentale qu'ils font aussi et qui est Ouais, pas forcément. mais ça, c'est les médias. Parce que Mmh. forcément, un mec qui fait des développés couchés à 300 kilos, c'est plus visuel qu'un mec sur son canapé à se poser, quoi. Qui fait de la relaxation, ouais, c'est clair. Ah, c'est sûr. Donc, mais le problème, c'est que ça, les jeunes, ils font pas gaffe et du coup, ils bombardent, ils bombardent. Bon, de toute façon, moi, ça me dérange pas, ça remplit mon cabinet, mais Ouais, mais concrètement, je fais aussi ce travail de sensibilisation par rapport à ça. ouais. Concrètement, c'est ça. Bah, là, justement, je suis en train de rédiger parce que je rédige des articles dans Karaté Bushido. Yes. Et du coup, bah là, je suis en train de rédiger là pour la rentrée un article sur la gestion de la charge d'entraînement. Genre les outils, quels sont les outils pour savoir si je m'entraîne trop, pas assez. Ah Voilà. ouais, Donc c'est ça sera le bienvenu ça en début de saison. ouais, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc du Cool. coup, elle va sortir en septembre là pour la rentrée. Mmh. Hem, Quelle a été ta plus grande surprise depuis que tu as commencé cette activité-là de kiné? Surprise à quel niveau? Je sais pas, une situation, une blessure, une rééducation, que tu as trouvé vraiment surprenante, tu t'y attendais pas? Hum... mais attendez. Quelque chose qui t'a marqué peut-être à ce niveau-là dans
dans ta carrière? Hmm. Non, je pensais à la phrase, parce que souvent je sors quand on me demande un dicton de fin, chaque fois je Mhm. dis toujours ce dicton-là qui est ne rien laisser au hasard pour faire mieux que la chance. Et du coup, bah, je laisse rien passer, je laisse rien au hasard, donc j'ai pas trop de surprises en fait. Ah ouais, ouais, ouais. Le patient qui est surpris que moi qui suis surpris. Le patient il est en mode waouh, mais en fait ok, et ils sont ah mais ouais, mais je dis bah ouais. Enfin, j'essaie de faire genre le surpris aussi pour qu'on partage une émotion, mais je le sais, Hmm. je sais, je sais que oui, si tu restes assis toute ta journée, à la fin tu vas avoir mal au dos. Ça sera pas une surprise, c'est logique. Et que si tu te mets à marcher un petit peu, genre une demi-heure par jour, tu auras moins mal au dos. C'est donc une surprise. J'ai pas Est-ce que été tu peux redire juste cette phrase-là? Ne rien laisser au hasard? ne rien laisser au hasard pour faire mieux que la chance. Ne rien laisser au hasard pour faire mieux que la chance. Je vais la noter celle-là. Parce Ouais. que dans mon travail de préparation mentale, ça me parle beaucoup aussi. Carrément. Ouais, c'est Jacques Acambray qui a fait ça, enfin qui a dit ça. Ok. Un, un lanceur de poids français des années, je sais plus quoi, des années 60, truc comme ça. Il avait tout compris. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ok. attends, je vais dire un Pas de truc. surprise, quoi. Pas de Ouais, non, surprise avec toi. après, voilà, j'ai des combattants aussi au début de ma carrière. Au début de Ouais. ma carrière, effectivement, t'es plus surpris parce que tu tâtes un peu des techniques. Et donc, bah, quand le premier combattant qui est venu en me disant, voilà, je combats bientôt à l'UFC, bon, je viens de me faire les croisés, mon genou doit tenir. Bah, j'ai essayé d'établir un programme, mais concrètement, c'est la première fois que je faisais, je savais pas trop. Hmm. Et quand j'ai vu que ça tenait bien et que le mec il me dit waouh, c'est comme si j'avais rien, c'est normal. Hmm. Je fais ah ouais, ok. Donc j'étais premier surpris par moi, mais c'est pas grande Ok. surprise. Ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand challenge pour la suite? Euh, mon plus grand challenge, dans quel sens? Bah, peut-être tu peux justement nous parler de tes projets, des Hmm. projets que tu as à plus ou moins long terme et des challenges que ça va être pour toi peut-être. Ouais. En gros, en termes de projet, donc là, j'ai monté une formation en e-learning sur la gestion de la récupération et des blessures dans les sports de combat, où bah, je parle justement donc je suis en partenariat avec Nicolas Haute, qui est préparateur physique et aussi spécialisé dans les sports de combat, et lui, il a la casquette de nutritionniste. Et donc du Mhm. coup, on a fait un contenu de 14 heures sur bah, la gestion de la charge d'entraînement, la nutrition, les compléments alimentaires, créatine, voilà, Mhm. camp, etc. Tout ce qui est outils complémentaires, la cryo, je la fais quand? Les cuppings, les ventouses, Mhm. je la fais avant combat, après combat. Ça a un intérêt, ça a pas d'intérêt. Voilà. Et tout ce qui est gestion des blessures. Donc, je me suis fait les croisés. Je dois aller voir qui. Je reviens quand à l'entraînement. Combien de temps de rééducation. Voilà. Sur toutes les blessures liées au sport de combat. Donc, en Ok. gros, ça fait en un an, ça fait un an qu'on est dessus, qu'on tourne dessus sur toutes les études scientifiques qu'on a répertoriées sur le sujet, voilà, et bah, notre bagage d'expérience du terrain Mhm. sur voilà, c'est un espèce de micmac de tout ça qu'on a pondu en 14 heures. Donc ça va sortir en e-learning début septembre là. Donc ça Cool. c'est ça Donc va. vous revenez vraiment sur tous les protocoles de récupération et de gestion des blessures qui peuvent être intéressants pour les combattants, quoi. C'est ça. En fait, c'est orienté essentiellement. Donc, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous que le combattant qui veut gérer sa récupération par lui-même, le coach qui veut aider ses athlètes ou le kiné qui veut Ouais. aider l'équipe de je sais pas quoi sur les déplacements parce que il y a aussi une trousse de soins. Je mets la trousse de soins qu'il doit y avoir le Ok. kiné, etc. Enfin, là, c'est vraiment ouvert à tous. On va dire que c'est quand même le plus intéressant, je pense, pour les coachs. Ça, c'est vraiment indispensable pour les coachs. Ouais.
les combattants qui veulent vraiment se prendre en main Mhm. et les kinés. Voilà, ça Ouais. c'est vraiment les trois populations, la cible qui sera vraiment le plus intéressée, qui aura vraiment Mhm, le mhm, plus mhm. intérêt à connaître ce bagage. Après, Mais clairement, moi, en tant que préparateur mental, tu vois, qui travaille pas mal avec des combattants de jiu-jitsu brésiliens, ça m'intéresse énormément et ça m'évitera de me taper aussi toutes les études scientifiques les unes après les autres et de c'est justement ça. d'être au courant de tout ça, de savoir, tu vois, et de pouvoir déjà mieux comprendre, avoir une meilleure grille de lecture et pourquoi pas après donner des petites pistes aux gars avec qui je travaille, quoi. C'est ça, en fait, là, on s'est tapé, parce que c'est ça, en fait, ce qu'on monnaie. On monnaie le temps. C'est Mhm. le temps passé, c'est ça qu'on monnaie. Et concrètement, là, on a passé 1 an à se taper toutes les études sur tous les sujets, Mhm. sur voilà le foam roller, le rouleau de massage là, Ouais. bien, pas bien, sert à rien, sert à quelque chose, voilà, tout ça, et ça a Mhm. été synthétisé. Et voilà. Après, attention, c'est pas gravé dans le marbre non plus. La science, elle évolue tout le temps. Ouais. Donc, il n'est pas dit que dans 1 an, 2 ans, il n'y a pas une étude qui ressorte et que bah, on modifie la formation, qu'il y a des éléments qu'on disait et qu'au final, bah non, ça a changé. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça va être évolutif, on va pas la laisser. Bien sûr. Mais ça donne quand même ouais, un bon Voilà, aperçu pour l'instant, et là, c'est vraiment ce qui se dit en 2023 sur les sujets. C'est ce qui Mhm. se dit, c'est ça. Donc ça, c'est projet court terme, projet long terme. Je vais monter mon cabinet. En fait, je vais monter bah, comme l'UFC Institute, c'est pour ceux qui connaissent. C'est un gros pôle orienté sport de combat avec kiné, ostéo, podo, prépa physique, médecin, il y aura une infirmière aussi. Et donc, ça sera le seul cabinet de kiné avec une cage de mat dedans, des tatamis, voilà. Et toute une zone de récupération, bain chaud, bain froid, cryo, sauna pour la gestion du poids, gestion de la récupération. Après, pourquoi pas prépa mentale aussi ou psychologue en fonction de la place qu'on aura. Ça sera dans Paris. On pense soit plutôt Paris Est. On va voir. Là, on est dans la recherche de locaux encore. Mais voilà, ça. énorme. Tu peux nous en dire un peu plus sur à qui ça s'adressera Ah enfin, bah, ça sera ouvert à tous. ok. Juste que ça sera un pôle où le combattant aura tout sur place. Combattant, il veut faire sa prépa, il pourra. Il se blesse, il aura le médecin pour l'ordonnance et la kiné directement au même endroit. Euh, L'infirmière pour les soins s'il voilà, faut, pour les quoi. soins, s'il s'est fait un chou, s'il s'est fait des petits bobos de Mhm. combat, il aura l'infirmière qui sera sur place. L'ostéo, il sera sur place aussi. Il veut juste faire sa récup, il pourra juste venir pour la récup. Comme il y aura des tatamis et une cage, il pourra venir faire des entraînements libres. Il y aura des stages, il y aura des stages. Ceux qui veulent faire des études, parce qu'il y a des étudiants qui veulent faire des mémoires, etc. Ça sera Mhm. un vivier de combattants, donc ils pourront venir et puis prendre, faire appel aux combattants, faire des tests. Un lieu de recherche aussi, quoi, ouais. Une espèce de lieu de recherche. C'est un truc qui existe qu'aux États-Unis. Il y en a au Mexique, il y en a en Chine aussi. Mais c'est l'UFC Institute. Donc là, Mhm. j'ai pas fait l'UFC Institute parce que le modèle américain se calque pas au modèle français. C'est-à-dire que c'est personne concrètement texto, personne va payer 50 balles Mhm. pour avoir accès à quelque chose comme ça. C'est Mhm. triste, mais c'est comme ça. Nous, on va passer par la Sécu. Donc Mhm. forcément, il va y avoir des remboursements, il va y avoir des facilités de paiement comme ça, ce qui fait que ça va rendre le truc un peu plus accessible. Bien sûr, bien sûr. Donc on reste dans le cadre. En fait, c'est un cabinet de kiné, une espèce de centre pluridisciplinaire, Mhm. Comme on en retrouve partout, ouais. il y en a partout, sauf que ça sera orienté combattant et que le visuel, en tout cas, sera très très combattant quand on rentre Ouais. dedans. Voilà, il va pas y avoir des bambouzen, voilà, ou Mhm. une petite musique douce. Ça va être, voilà, Ouais, ouais. ça va être. Génial, c'est un super projet, ça. C'est un très, très beau projet. Donc d'ici Et un an et demi. c'est top qu'il y ait des... Justement, déjà, toi, aujourd'hui, tu es quand même reconnu et
comme étant une référence, faisant autorité en matière de sport de combat, d'arts martiaux et tout ça dans ton domaine. Là, qu'il y ait vraiment un pôle qui soit identifié pour ces disciplines-là, c'est génial, tu vois. C'est Parce que ça. parfois, tu as l'impression aussi que tu vas chez le kiné, mais finalement, lui, il est plus orienté vers un autre sport, en fait, vers le foot ou le crossfit. Et toi, tu arrives et vous parlez pas forcément le même langage, tu vois. C'est ça. En fait, la particularité des autres kinés par rapport à moi, c'est que les autres kinés, il n'y a pas de souci. En fait, au début de la pathologie, on est pareil. Il Mhm. n'y a rien, y a aucune différence. Bon, après, sauf si le kiné est mauvais. Ça arrive, il y a des mauvais partout, hein. Mais un bon kiné, on aura la même façon de travailler, pas de souci. En revanche, là où va y avoir la casquette particularité spécifique sport de combat qui va apparaître, c'est dans la réathlétisation, c'est-à-dire dans la dernière phase des sports de la rééducation, quand la personne, le combattant, va devoir retourner à l'entraînement, mais qui peut pas encore complètement retourner à l'entraînement. Bah là, il y a des exercices spécifiques à mettre en place. Et ça, bah, quand on connaît pas le sport, quand on l'a pas pratiqué, ou quand on sait pas non plus, parce qu'il y en a qui le pratiquent, mais qui sont pas forcément grattés la tête de quel exercice adapté je vais pouvoir faire pour l'aider. Bah ça, c'est là la particularité. C'est pour ça que Ouais, ouais. je forme des kinés, je forme des stagiaires et je forme des kinés. Ils viennent avec moi pendant une semaine et je les forme à ça, ce qu'on appelle donc la kiné de guerre, où je les forme à, voilà, tu as un jujitsuka qui s'est fait les ménisques, ok, il lui manque ça, il lui manque ça, il lui manque ça. Les exercices spécifiques par rapport à son sport, c'est cette chose-là, cette chose-là, cette chose-là. Donc Yes. là, voilà, ça c'est la différence entre la kiné classique. Ouais, c'est top, c'est génial. Ok, super. Ben, franchement, je te souhaite beaucoup de réussite dans ces beaux projets. C'est top. Merci, merci. Toi qui es beaucoup dans le milieu du MMA, à ton avis, à quoi va ressembler le MMA en France d'ici 5 ans? Bon, en France, je pense que ça va bien exploser. Après, il va y avoir une stagnation un petit peu. Mais là, on est en train de monter là. Là, ça monte Mhm. gentiment. Ça va exploser. Surtout, ce qui va exploser, c'est tout le circuit amateur. Ouais. Le circuit amateur, là, il est très prometteur. Mhm. En fait, grâce à la Fédé de MMA, hein, la Fédé de MMA, euh, MMAF, c'est ça? ouais, c'est ça, FMMAF, FFM, FM. ils font un travail de folie. Ils sont deux, Lionel Mhm. Bresseffin et Johnny Frachet. Ils sont concrètement deux. Ils font un travail de folie où ils ont tout cadré, tout organisé. Et alors c'est encore, on est encore au balbutiement, mais il y a des championnats de France, il y a des championnats du monde, etc. Et ils sont vraiment en train de monter quelque chose où le circuit amateur est vraiment entre guillemets safe. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire du MMA entre guillemets sans trop se blesser, Mhm. sans l'anarchie, avec des arbitres formés, du matériel de qualité, voilà, avec des coachs aussi de qualité formés. Enfin, Mhm. monter quelque chose qui cadre vraiment comme une tentacule qui est vraiment qui a cadré tout le spectre, qui fait que bah, le MMA a priori là il part sur une bonne base. Il part sur une bonne base. Après, encore une fois, je pense que ça va exploser, mais je pense qu'à un moment, ça va se stagner un petit peu, puis ça finira comme n'importe quelle activité, boxe, Mhm. voilà, taekwondo. Yes. Ouais. Voilà. Et au niveau professionnel, comment tu vois l'évolution là de sport en France et chez les combattants français là d'ici Bah du quelques coup, années? la particularité, parce que nous, dans les Français, on a une culture des sports de combat. Souvent, les gens ils pensent pas, mais la boxe française, tous les Mhm. sports, tous les pays n'ont pas la particularité d'avoir une boxe spécifique. Ouais, c'est La vrai. boxe Ouais. française, on a plein de petites luttes dans plein de petits patelins. On a des luttes, la lutte bretonne, etc. Bref, on a un passé sport de combat. On est doué dans les sports de combat. Et ce qui va se passer bientôt, c'est que les combattants français bah, vont être de plus en plus sur les différents mondialement, vont être de plus en plus dans les différentes organisations.
ça commence déjà. Là, on voit l'UFC Paris. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois qu'il y a 8 combattants français à l'UFC. Ouais. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que Mhm. moi, à mon époque, il y a une dizaine d'années, il y en avait un, c'était extraordinaire. Voilà, on parlait pas de lui, alors que là, on Mhm. commence vraiment à parler des combattants français. On a Cyril Gane, qui est quand même Mhm. Une star. qui commence à être là, vraiment présent. Bon, alors c'est Francis Ngannou aussi, il est plus sous le titre français, mais Mhm. il a quand même, il a quand même. Participer à populariser ça. Donc Mhm. je pense que voilà, de par le fait que l'amateurisme va être développé automatiquement, et puis là on a des pépites qui arrivent dans le MMA en tout cas, on a des pépites, des petits jeunes, c'est des machines de guerre déjà à leur âge. Ça va exploser à l'échelle mondiale. Yes. Ça, c'est sûr. Super. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs du podcast qui pratiquent le jiu-jitsu brésilien. Est-ce que tu aurais un conseil en particulier à recommander pour ceux qui font du jiu-jitsu brésilien en termes de prévention des blessures, gestion ou récupération liées vraiment à ce sport-là? Ok. Il faut développer en jiu-jitsu brésilien, il faut absolument développer deux choses. La capacité à générer de la force en amplitude maximale de genoux. Donc, c'est-à-dire, en gros, Flexion? voilà, en flexion. Donc, je vais pouvoir faire des squats profonds, euh, chargés. Ça, Mhm. c'est vraiment une spécificité dans le jiu-jitsu. C'est-à-dire que quand on travaille, par exemple, sur les croisés ou les ménisques ou autres, euh, en rééducation, on cherche vraiment les amplitudes maximales en jiu-jitsu qu'on ne cherche pas forcément dans d'autres sports comme le foot ou autre, où là il n'y a pas besoin d'avoir ça, même si on le fait quand même, mais il n'y en a pas de nécessité. Là en jiu-jitsu c'est indispensable. C'est pour faire un knee shield ou voilà placer Mhm. le- c'est obligé. Ça, il y a la génération de force aussi dans les torsions. Donc, les torsions encore de genoux. Parce que concrètement, les blessures dans le jiu-jitsu, c'est les ménisques, les croisés aussi un petit peu. Les coudes, On a, les jujis. on Mhm. a les lombalgies. On a donc tout ce qui est lié au dos, hernie. Mhm. Voilà. Mhm. Ça, on l'a. On a les cervicales aussi qui sont touchées. Voilà, ça c'est les grosses blessures. Après, en secondaire, effectivement, on a les épaules, coudes et surtout les mains. Ouais, les doigts aussi. En Les mains, kimono, ouais. les doigts, les mains, ça prend cher de fou. Donc voilà, en conseil de prévention de blessures pour jiu-jitsu, travail de flexion d'amplitude de genoux, travailler les torsions de genoux aussi, travailler le grip, Mhm. mais attention parce que le travail du grip, quand déjà on s'entraîne au jiu-jitsu, qui est déjà un effort, donc attention de ne pas rajouter de la contrainte à de la contrainte. Donc Ouais. là, on est en période estivale, c'est le moment idéal pour travailler toute la prévention des blessures. C'est maintenant qu'il faut le faire parce que là les clubs ils sont fermés ou les profs sont pas présents, donc du coup là il faut justement comme il y a moins d'entraînement, il faut faire de la prévention, il faut se renforcer les mains et le grip à mort pour qu'en Yes. septembre on se retrouve bien. Et après, tout ce qui est travail de la chaîne postérieure, du dos, fessier, travailler le fessier et le dos, parce qu'il y a trop de problèmes de dos en jiu-jitsu, Mhm. Mhm. notamment en flexion. Donc, pas faire que des soulevés de terre, mais c'est faire aussi des Jefferson curls, c'est-à-dire des soulevés de terre mais dos rond. Mhm. Mhm. On demande Ouais. en jiu-jitsu, en fait, générer de la force en ayant le dos rond. Ouais. Donc, voilà. En Ok. gros, en Mhm. jiu-jitsu, prévention de blessures, voilà ce qu'il faut mettre en place. Yes. Donc le squat, elle est bien jusqu'en bas, les gars. Ouais. Travail de mobilité de hanche, de Ouais, cheville, ça c'est important aussi. bien sûr. Yes. Cool, cool, cool. Question que je pose à chaque fois à tous les invités. Quel est le livre qui t'a le plus marqué, toi? Hum, j'ai pas de livre vraiment qui m'a le plus marqué. Il y a si je parle en prépa, Dernièrement, peut-être, ouais. ouais, on va dire en lien avec ton podcast, Mhm. je dirais sport et neurosciences. J'ai bien aimé ce Ah, bouquin ok. qui, Intéressant.
je sais pas si tu connais, Non, non. de Zach Schonbrun. Ok, Schonbrun. ok, je regarderai. C'est chez Amphora. Et en gros, c'est comment le cerveau influence la performance. Et, euh, et il explique tout ça. Ouais, C'est super bien fait. c'est C'est fascinant vraiment, ça. ouais, c'est super intéressant. C'est parce qu'on n'est pas, tu vois, on est vraiment dans la science, donc neurosciences et performance. Donc on est vraiment comment le cerveau influence après la performance. On n'est pas dans le psychologique, on n'est pas, tu vois. Donc Ok. c'est comment l'humain fonctionne. Donc c'est cool. Voilà. Fascinant. Ok, super, super, super. Et aussi, est-ce que tu pourrais me recommander un invité avec qui je pourrais parler peut-être de sport de combat et de préparation mentale? Euh, bah, je vais te parler de Nicolas Haute forcément, aka Smart Fight. Yes. Lui, il parle beaucoup sur ses réseaux. Il parle beaucoup de motivation. Mhm. Voilà, tu Ouais. sais, il est beaucoup dans tous les trucs motivationnels. Voilà, Mhm. C'est central aussi, ouais, en préparation mentale. voilà, il fait beaucoup de choses comme ça et et comment optimiser sa motivation. Enfin, tout ce qui est autour de la motivation, il a développé plein de petits aspects comme ça qui sont intéressants. Donc, Ah ouais. ouais, tu pourrais, s'il y en a un qui pourrait être intéressant que tu interviewes, ce serait lui en restant dans la branche sport de combat, prépa physique. Ouais, ouais, carrément. Surtout que la motivation, on entend de tout et n'importe quoi, donc ce serait super qu'on puisse en parler avec Ouais, lui. Ok, ouais, tu ouais. vois bien là sur des TikTok, etc. On voit tu sais, des belles phrases. Où t'as Mhm, le mec mhm. en gris et puis t'as les phrases en jaune par-dessus. Pense à toi, nanana, des Ouais, trucs. ouais, ouais. À faire décortiquer un peu le vrai du faux, quoi. Ouais, carrément, carrément. Cool, cool, cool. Ben, François, je suis obligé de te remercier. On arrive à la fin du podcast. Vraiment, c'était une discussion passionnante, je trouve Merci. qu'on a eu. Merci de nous avoir accordé ce temps-là et d'avoir partagé toute ton expérience avec nous. J'espère que ça vous aura plu à tous ceux qui ont écouté le podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. François, Yes. merci. Merci à toi, c'était cool. Yes, bonne continuation et à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.